Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Expatriation sans filtre, le podcast qui dit les choses comme elles sont sur la vie à l'étranger. Je suis Karine, coach en expatriation et aujourd'hui je veux vous parler d'un sujet très peu abordé mais absolument central. Comment vit-on une expatriation à deux sans faire exploser le couple? Et croyez-moi, j'ai des choses à vous partager sur le sujet. Parce qu'on parle souvent d'expatriation comme d'un projet personnel, professionnel, logistique, certes, mais quand on part en couple, c'est tout le système relationnel qui est mis à l'épreuve. Et entre déséquilibre, rôle flou, solitude, perte de repères et désaccords, beaucoup de couples vivent une vraie tension après le départ, et pas que après le départ, mais aussi dans les mois et éventuellement les années qui suivent. L'expatriation, comme beaucoup d'autres expériences de vie, beaucoup d'autres changements de vie, révèle les fragilités d'un couple. C'est pas un secret, je vous apprends rien jusque-là. Partir à l'étranger, c'est un petit peu comme mettre votre couple sous un microscope. C'est un peu comme quand on part en vacances en couple, notamment pour la première fois. C'est un peu le crash test de voir si on va arriver à se supporter, à passer du temps que tous les deux pendant un certain temps, sans voir vraiment personne d'autre que l'on connaît et ou d'amis, de proches, de gens que l'on a l'habitude de fréquenter. Là, c'est vraiment une espèce de petite bulle où on n'est que tous les deux, sauf que c'est pas des vacances, c'est une expatriation. Donc, c'est vraiment un changement de vie complet ensemble. Et pour l'instant, vous êtes vraiment que tous les deux, vous connaissez personne et il va falloir mettre les choses un petit peu en place. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez être face à des déséquilibres qui vont se voir beaucoup plus vite, à des non-dits qui vont devenir particulièrement bruyants et à des situations où l'un va s'adapter beaucoup plus vite que l'autre. Et alors là aussi, je peux vous en parler. Et c'est des moments, en fait, où on peut se sentir très vite incompris, frustré, étouffé, parce que concrètement, on est deux personnes séparées et on ne vit pas du tout les choses de la même façon. Et à situation égale, on ne ressent pas la même chose et on ne voit pas et on ne vit pas les choses de la même manière. D'autant que les repères sociaux changent complètement, vous n'avez plus votre cercle habituel, vous êtes tout l'un pour l'autre. Alors ça, je le mets vraiment entre guillemets parce que c'est une réalité, à moins que vous partiez dans un endroit où vous avez déjà des connaissances, déjà des personnes que vous pouvez fréquenter, que vous connaissez, des repères humains, quels qu'ils soient, vous allez vous retrouver vraiment coincés entre guillemets tous les deux et effectivement, vous allez être tout l'un pour l'autre pendant un temps donné, plus ou moins long, et ça va dépendre de chacun. Et d'ailleurs, ça peut aussi très bien marcher et très bien vous convenir sur le long terme. Et ça peut être aussi une épreuve du feu que vous allez surmonter avec brio, qui va vous montrer que finalement vous êtes extrêmement bien tous les deux et que ça vous fait plaisir de voir des gens de temps en temps, mais que finalement votre priorité c'est de passer du temps l'un avec l'autre et ça se passe très bien comme ça. Mais bon, la majorité du temps, malheureusement, on va voir que c'est pas toujours tout rose d'être constamment l'un sur l'autre. On va voir aussi donc qu'il y a un nouveau stress qui va se créer, que ce soit de l'administratif, que ce soit professionnel, financier, enfin ça peut être vraiment des tas de choses. Au niveau du logement également, c'est vraiment, il y a tellement de choses à prendre en compte dans une expatriation, tellement de paramètres, et puis chacun va vouloir faire les choses à sa façon. Chacun va être bon dans un domaine et vous n'allez pas forcément vous comprendre, vous n'allez pas forcément être d'accord. Donc en fait, tout va être source potentielle d'incompréhension, de disputes, de problèmes, de tensions et de moments pas forcément très agréables. En fait, l'expatriation, c'est pas elle qui va créer les tensions, c'est juste qu'elle va les amplifier. Donc c'est malheureusement des choses qui étaient préexistantes, mais qui vont être vraiment mises en lumière, en fait, vraiment. Oui, c'est vraiment ça. Elles vont être amplifiées de par la situation. Vous êtes collés tout le temps l'un sur l'autre et en plus vous avez plein de choses à gérer. Vous devez les gérer ensemble. Et comme vous n'êtes pas forcément d'accord sur tout et sur la manière de tout faire, et clairement, ça va faire des étincelles à un moment ou à un autre.
Alors, si on parle du déséquilibre professionnel pour commencer, il faut savoir que c'est la source numéro 1 des tensions. L'un, par exemple, a trouvé un travail, l'autre l'a suivi dans son expatriation, ou bien l'un lance un projet, l'autre gère un petit peu le reste, entre guillemets, et très vite, on peut voir un déséquilibre qui est invisible, mais qui se ressent, qui est dans du non-dit, qui est dans de l'implicite, qui est juste palpable en fait. Et c'est ça finalement le plus vicieux, c'est que le plus sournois, c'est que ça ne se voit pas, c'est juste que ça se ressent. Et il y a juste un moment où ça va devenir un trop-plein qui va finir par exploser. Et c'est des moments où on se dit, mais en fait finalement, qui est-ce qui s'épanouit dans cette histoire? Qui subit? Qui perd sa place sociale? Son revenu? Son autonomie? Bon, c'est pas des choses où chacun va trouver sa place dans tous ces critères-là, nécessairement. Il n'y a pas forcément un qui va s'épanouir plus que l'autre, un autre qui va subir plus que l'autre. On peut tout à fait ne pas vivre la même chose. L'un peut aller travailler, l'autre rester à la maison, et ça peut convenir à tout le monde comme ça. Ça peut être défini comme ça à la base, ça peut se trouver comme ça à l'arrivée sans que ça ait été pensé ou anticipé, mais ça peut être parfaitement ok avec tout le monde en fait. Où on peut se retrouver tous les deux à la maison et c'est parfaitement ok. Je parle avec un travail, hein. Je parle pas forcément de rester sans travailler parce que s'expatrier sans revenu, c'est pas le bon plan. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y en a pas forcément un qui subit pendant que l'autre vit sa meilleure vie. Il faut juste que chacun trouve sa place et crée la situation qui lui convient et qui lui plaît. Si jamais vous vous retrouvez coincé à la maison parce que votre conjoint ou votre compagne a trouvé du travail et donc sort tous les jours et n'est pas à la maison de la journée, et que vous avez envie vous-même de trouver un travail qui vous permet de sortir de la maison, que vous ne voulez pas travailler à la maison, et bien dans ce cas-là, mettez tout en place pour pouvoir trouver un emploi qui vous permettra d'aller travailler en entreprise ou en extérieur. Ça peut être agent immobilier freelance, par exemple, si vous voulez un métier qui ne soit pas un métier salarié, mais qui vous permette de sortir. Ça peut être une idée parmi tant d'autres. Mais voilà, faites en sorte de trouver votre place. Certes, vous êtes un couple, mais vous êtes aussi deux individus qui avez chacun besoin de trouver votre place et de vous épanouir pour que ça fonctionne, aussi bien pour chacun de vous que pour le couple. Parce que le genre de déséquilibre créé par une telle situation, ça va forcément générer une frustration, encore une fois, qui est sourde, donc qui est parfaitement sournois, une perte de confiance en vous-même, mais aussi en l'autre, ainsi qu'un sentiment de dépendance, voire d'injustice, voire les deux, surtout si l'un travaille et pas l'autre, et qu'il y en a un qui est dépendant des revenus de l'autre. De nos jours, en plus, c'est beaucoup moins courant d'être dépendant de son conjoint ou de sa compagne. Ça peut fonctionner dans des couples, hein. Je ne dis absolument pas que c'est impossible. Je sais que nous, dans notre situation, on s'était dit que si l'un d'entre nous génère des revenus et pas l'autre, eh ben, c'est parfaitement ok. En fait, c'est celui qui générera des revenus qui assurera les dépenses du ménage. Même si dans l'absolu, c'est pas une situation idéale pour nous. On aimerait bien avoir chacun nos revenus, mais ça peut être une solution temporaire dans le pire des cas. Et dans tous les cas, si jamais c'est source de désagrément pour l'un ou pour l'autre, mais il y en a peut-être un qui sera d'accord et pas l'autre, il faut que tout le monde y trouve son compte. Donc si ça ne convient pas à l'un, il faut que celui-ci ou celle-là trouve une solution pour générer ses propres revenus et ne plus être dépendante de l'autre. Donc il est vraiment essentiel de poser les choses en amont. Quels sont les rôles de chacun? Quelles sont surtout les attentes de chacun? Que veut chacun des membres du couple? Est-ce que les marges d'évolution pour chacun existent? Quelles sont-elles? Dans quel sens est-ce que vous avez envie d'aller d'un point de vue individuel, mais aussi en tant que couple? Il n'y a pas de réponse parfaite, il n'y a pas de réponse toute faite, et même en anticipant, même en posant les choses, vous n'allez pas forcément vous retrouver dans la situation que vous vous étiez dite au départ. Vous allez voir qu'à l'arrivée, il y aura des opportunités qui vont se présenter ou pas, et que ça ne se passera pas forcément comme prévu ou comme voulu. Mais en tout cas, ça peut être quand même des bases à poser
et que vous vous mettiez au moins d'accord sur, bon, si ça ne se passe pas forcément comme on voulait, je suis OK avec telle situation temporairement, ou dans le pire des cas, on pourra faire comme ça en attendant que, et trouver des espèces de compromis, de situations temporaires qui conviennent à chacun, le temps que vraiment chacun trouve sa place, se pose, surtout que vous n'aurez pas forcément besoin du même temps d'adaptation et du même temps pour vraiment vous sentir bien, vous intégrer et vous sentir prêt peut-être à chercher du travail, à vous intégrer dans la vie locale, dans le marché local. Donc voilà, ce sont des choses qui peuvent prendre un temps différent en fonction de chacun des individus. Et si jamais on ne pose pas en fait les bases avant de partir, ce qui peut se passer, c'est que vous allez finir par vous réveiller un jour tous les deux, mais dans deux réalités complètement différentes. Donc le mieux, c'est quand même de vous mettre d'accord sur une base où vous avez envisagé différents cas de figure, et puis ensuite de rester flexible et de réajuster au fur et à mesure de ce que la réalité de votre quotidien va vous proposer. Parce qu'il y a plein de choses que vous ne pouvez pas anticiper et que vous ne saurez qu'une fois que vous serez sur place. Il y a ensuite le fameux piège de la bulle à deux. Alors la bulle, moi c'est un truc que j'adore, mais ma bulle toute seule. Ceci dit, j'aime aussi avoir ma bulle avec mon chéri, c'est quand même une bulle très rassurante, très apaisante, mais il faut bien dire ce qui est, au bout de quelques mois passés l'un sur l'autre, quasiment H24, sans voir beaucoup de monde, oui, les tensions apparaissent assez quotidiennement, surtout avec un caractère comme le mien. Heureusement, lui est beaucoup plus tempéré, mais c'est compliqué, et si on se voyait moins, c'est triste hein, que la nature humaine soit faite comme ça. Moi-même, ça me peine de me dire que on est câblé comme ça et que pour ma part, je suis pas capable de mieux. Mais si on se voyait moins, et pas l'air de rien, ça nous ferait quand même du bien parce qu'on serait davantage contente de se retrouver et les moments qu'on passerait seraient plus qualitatifs ou en tout cas peut-être moins souvent explosifs. Mais bon, ainsi sommes-nous faits. Donc en fait, cette bulle à deux, c'est que quand on arrive dans un pays inconnu, on s'en remet souvent uniquement à son partenaire et c'est parfaitement normal. C'est un réflexe complètement naturel. Et en fait, qui vous dirait de faire différemment? Ben, personne et surtout pas moi. Vous partagez tout, vous êtes tout le temps ensemble, donc vous partagez vraiment tout le temps. Vous devenez la seule référence l'un de l'autre et vous n'osez pas sortir seul, aller vers l'extérieur. Je vous rassure, c'est exactement ce qui nous est arrivé quand on est arrivé à Maurice. Je me rappelle même d'un jour où mon chéri m'a dit ah mais tu vas sortir là toute seule, je sais plus ce que j'allais faire ce jour-là et tu vas me laisser seule à l'appartement parce que bon, on n'avait qu'une voiture pour deux. Et sur le coup, alors c'est vrai que ça m'a fait bizarre parce que jusque-là, on avait toujours fait tout tous les deux. Et d'un autre côté, je m'étais dit, bah oui, ça y est, là je le sens, pour moi c'est ok, c'est le moment. Mais je comprenais tout à fait ce qu'il me disait parce que j'avais aussi un petit peu, moi, ce ressenti au fond de moi finalement, de me dire... je pouvais comprendre tout à fait ce qu'il ressentait puisqu'on avait toujours tout fait à deux et voilà, et c'était ma première mini expédition toute seule cette fois-là, donc voilà, vous voyez, on n'avance vraiment pas tous à la même vitesse, même quand on est en couple. Mais donc, pour tout tenir à deux, il faut en fait savoir aussi exister individuellement. Et c'est vraiment en ça, j'estime, moi, que réside le secret de la longévité. Parce que, à quelques exceptions près, il existe évidemment des exceptions qui confirment toujours la règle. Surtout aujourd'hui, je pense que on a beau être un couple qui s'entend très bien, avec de belles valeurs, avec une volonté de faire fonctionner les choses et de s'accrocher, il y a un moment donné, on peut étouffer aussi, c'est parfaitement humain. Et il faut qu'on puisse se sentir bien déjà avec soi-même pour être bien dans son couple. Il faut, à mon avis, avoir chacun son espace, chacun ses repères, ses relations, ses moments à soi.
Je dis pas que c'est des choses faciles, surtout que c'est pas forcément des choses qui viennent toutes seules. Par exemple, avoir ses propres repères, ses propres relations, ça, c'est des choses, quand on s'expatrie, qui se mettent en place avec un certain temps. Et c'est pas forcément une évidence d'avoir chacun ses relations. Ça peut fonctionner si vous avez par exemple un emploi avec des collègues chacun de votre côté. Potentiellement, vos collègues peuvent devenir vos relations, vos amis, ou pas d'ailleurs, mais ça vous permet au moins de voir d'autres personnes chacun de votre côté. Mais bien souvent, quand on est à deux comme ça, on va avoir tendance à fréquenter les mêmes personnes. Donc ça peut s'avérer un petit peu difficile de dissocier les fréquentations que vous allez avoir. En revanche, vous créez des espaces d'un point de vue purement physique, que ce soit chez vous, que ce soit à l'extérieur, où vous allez pouvoir passer du temps seul. Ça, c'est extrêmement facile, c'est parfaitement faisable. Après, on est tous différents. Il y a des gens qui n'aiment pas ou qui ne savent pas être seuls. Ceci dit, si vous vous expatriez, je pense que vous êtes des personnes qui êtes quand même capables de passer du temps seul et qui en avaient certainement besoin à un moment ou à un autre. Sinon, vous auriez certainement pas franchi le pas de l'expatriation, que ce soit seul, à deux ou en famille. En général, hein, je pense que les gens qui ne savent pas être seuls, je pense notamment à ma belle-mère, c'est pas des gens qui tenteraient l'aventure de l'expatriation, ni même des gens qui tenteraient l'aventure du déménagement. Enfin, en tout cas, pas très très loin, mais qui resteraient, et d'ailleurs c'est son cas, toujours dans la même région, dans le même coin où ils ont toujours grandi, parce que ils ont besoin d'être entourés et c'est ça qui les rassure, c'est ça qui les nourrit et c'est parfaitement ok, on n'est pas tous pareils. Il ne s'agit pas de tous vivre de la même manière, on est tous différents, mais je pense que les personnes qui s'expatrient, qui osent faire ce genre de changement de vie, sont des personnes qui ont forcément besoin de moments seuls. Voilà, de moments où elles ont besoin de voir personne et de pouvoir être seules pour se ressourcer, pour réfléchir, pour sortir de ces moments où on est constamment accompagné par une présence, quelle qu'elle soit. En l'occurrence, ce sera bien souvent votre compagnon ou votre compagne. Donc pour moi, une expatriation réussie à deux, c'est surtout quand chacun crée sa propre vie pour mieux se retrouver dans la vie commune. Ça, c'est vraiment l'idéal. Bon là, je suis un petit peu en train de vous faire faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, parce que nous, c'est pas du tout ça qu'on a mis en place. Mais bon, c'était aussi notre projet en tant qu'expatriés de travailler ensemble sur un même projet, et c'est ce qu'on a fait. Et il y a eu des moments compliqués parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble, on n'avait jamais passé vraiment autant de temps ensemble, même si on a un côté très casanier et qu'on aime bien se poser et passer du temps ensemble. Mais là, c'était vraiment de manière extrême. Et oui, ben oui, ça a créé des moments difficiles. Mais bon, jusqu'à présent, malgré les tensions, on arrive à faire tenir la chose. Donc c'est très bien. Mais je pense, et souvent je lui dis que j'aimerais bien avoir des moments toute seule. Et je pense que ça lui ferait du bien à lui aussi, même s'il le ressent beaucoup moins. Voilà encore une chose sur laquelle on est assez différents. On est deux individus différents, donc ben, c'est normal de ne pas avoir forcément les mêmes besoins. De la même manière, il va y avoir la question de la communication. Il va falloir communiquer différemment. Dans un contexte où on se retrouve déstabilisé, la communication du couple va changer, elle va se modifier. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va éviter les sujets sensibles pour ne pas en rajouter, entre guillemets, ou on explose pour des détails. Spoiler alerte, moi je suis plutôt dans la catégorie numéro 2 à exploser pour des détails. Donc il est assez important de poser un cadre de communication clair si vous le pouvez, si vous avez cette capacité, même à deux. Essayez de vous mettre d'accord une fois que vous avez identifié quels sont vos points faibles, si vous vous connaissez bien, quels sont les moments où vous savez que ça pêche. Si par exemple vous êtes énervé par une attitude ou par un type de propos de votre partenaire, parlez-en et faites en sorte que qu'il ou elle évite
d'avoir ce genre de comportement ou ce genre de propos, parce que malheureusement, ça va générer des tensions supplémentaires à une situation qui est déjà stressante, compliquée et qui est déjà génératrice de tensions. Donc, vous pouvez, si vous êtes capable d'identifier les quelques petites choses sur lesquelles vous pouvez travailler pour faciliter la vie l'un de l'autre, il ne faut pas que ça aille que dans un sens, il faut que ça aille dans les deux sens. Il ne s'agit pas de mettre en place des gros changements ou des gros efforts, mais juste des petites choses déjà pour vous faciliter l'existence et faciliter aussi vos ressentis, vos émotions, surtout si vous êtes quelqu'un d'un petit peu explosif comme moi. Si vous êtes calme, c'est un peu plus facile, même si j'encourage toujours les gens à s'exprimer, parce que je trouve que garder les choses, c'est pas du tout bon, mais les choses peuvent sortir de manière très calme aussi. Il n'y a pas forcément besoin d'exploser. Encore une fois, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, moi j'explose. Bon, c'est comme ça, c'est ma franchise, mais ça génère beaucoup d'émotions, pas forcément très positives, et c'est assez difficile de désamorcer ces situations-là. Donc voilà, essayez de mettre en place un système de communication qui fonctionne pour vous deux, sur lequel vous vous mettez d'accord avec des efforts qui sont réalistes et pas non plus excessifs pour l'un comme pour l'autre. C'est vraiment des petites choses pour essayer d'améliorer votre quotidien, au moins pendant cette période de transition, le temps que les choses se tassent un petit peu et que vous commenciez à avoir une vie peut-être un petit peu plus apaisée et un petit peu plus routinière, où vous passerez peut-être un petit peu moins de temps ensemble l'un sur l'autre. Essayez de faire en sorte aussi d'avoir des temps de parole réguliers, de vous dire les choses, pas forcément en vous agressant, mais soyez honnête l'un envers l'autre en fait. S'il y a quelque chose, dites-le vous, restez ouvert à ce que va vous dire l'autre, c'est pas forcément méchant, ça sera pas forcément agréable à entendre, mais bon, je pense que tout peut se dire et tout peut s'entendre dans un couple. Je pense qu'il faut se parler et se dire les choses que l'on ressent. Ça ne sert à rien en fait d'essayer, pardonnez-moi l'expression, de cacher la merde sous le tapis, parce que ça finira forcément par ressortir d'une autre façon, sous une autre forme, et ça sera encore pire. De la même manière, essayez de nommer les émotions au lieu de faire des reproches. Ça, c'est quelque chose que je note chez mon conjoint, par exemple. Je commence à le connaître maintenant au bout de 5 ans. Je sais que c'est quelqu'un c'est un amour, mais qui est plein de mauvaise foi à de nombreuses reprises et qui a tendance même à ne pas forcément se rendre compte, c'est pas toujours volontaire, que il me tient des discours où je vois pertinemment que ça cache autre chose. Il n'en a pas forcément conscience, mais je finis par me rendre compte, moi, de ce qui est réellement en dessous. Et donc là, j'essaie de reprendre la chose à la base. Alors, je vous fais la version courte, mais entre-temps, il y a eu des éclats de voix, potentiellement des mots un petit peu plus hauts que d'autres, et le tout pour arriver finalement à mettre le doigt sur le problème d'origine, qui est parfaitement légitime, compréhensible, et qui, si il avait été exprimé et conscientisé dès le début, aurait finalement évité toutes ces emmerdes, quoi. Grosso modo, pour la faire simple, voilà. Donc, nommer les émotions, c'est juste dire ce qu'on ressent et prendre la chose à la racine, plutôt que de parler de ce qui vient se mettre par-dessus et qui semble être le vrai problème, alors que ce n'est qu'une espèce de cache-problème, finalement. Et enfin, ne pas tout faire tourner autour de l'installation, de l'expatriation, de la logistique ou du boulot. Parlez aussi de vous, de votre quotidien, et vous êtes expatrié pour avoir une meilleure vie, pour profiter. Donc, le but, c'est de ne pas parler que de ce qui ne va pas non plus. Parler aussi des choses qui sont bien, de choses positives entre vous deux, mais aussi de choses positives que, je sais pas, vous avez fait dans votre journée ou que vous aimeriez faire. Parler
de projets, d'activités, de sorties, voilà. Enfin, ne restez pas que dans l'introspection, le truc hyper sérieux. Voilà, parlez des choses qui ne vont pas, soyez honnête sur les choses qui ne vont pas, mais parlez aussi des choses positives, et principalement, si possible, des choses positives d'ailleurs. Parce qu'un couple en expatriation, et ça, je me le fais souvent reprocher, c'est aussi une équipe. Je me fais souvent... mon chéri me dit souvent, on est une équipe, je suis avec toi, je ne suis pas ton ennemi. Il a raison. C'est vrai que j'ai souvent du mal moi-même à le vivre et à le conscientiser de cette manière-là, de par mon caractère assez explosif. Mais bon, voilà, un couple, c'est ça, c'est une équipe en expatriation ou ailleurs d'ailleurs. Euh, et donc, bah, une équipe, comme toute équipe, ça se gère. Donc, sauf qu'on n'a pas de coach ou de manager, à moins éventuellement de voir un thérapeute, mais bon, c'est pas l'idée ici. Euh, donc, il faut apprendre à vous gérer parce que votre relation ne sera pas nécessairement la même qu'avant votre départ. Avant votre départ, tout se passait peut-être bien et l'expatriation va venir chambouler pas mal de choses. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, c'est pas du tout là que je veux en venir, mais il va falloir peut-être changer de modus operandi par rapport à la façon dont vous fonctionniez avant de partir. Donc comme je vous le disais, s'expatrier à deux, oui, mais avec une certaine conscience de choses. Euh, donc partir à deux, bon bah, bien sûr, c'est une force incroyable hein, par rapport au fait de partir seul, il n'y a pas photo, mais à condition que ce soit vraiment un choix et pas un sacrifice ou quelque chose de subi, que ce soit par l'un ou par l'autre. Le ou la partenaire qui va suivre, d'ailleurs, il n'y a pas forcément un suiveur et un meneur. Bon, souvent dans un couple, il y a un suiveur et un meneur. Mais ça peut être un choix qui est quand même décidé par les deux. Hein. Moi, j'ai pas traîné mon conjoint. Ok, je l'ai travaillé au corps pendant quelques années, mais jusqu'à ce que la décision vienne de lui. Et c'est pas moi qui lui ai mis le couteau sous la gorge pour partir. J'ai manifesté bien souvent mon envie de partir, mais à la fin, si la décision n'était pas venue de lui, je l'aurais pas enchaîné pour le traîner jusque dans l'avion en mode tu me suis et pose pas de questions. Il faut que quand même que ça vienne des deux. Donc certes, il y aura un partenaire qui suivra peut-être plus que l'autre, mais il faut aussi qu'il soit valorisé. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Il ne s'agit pas de subir. Il faut aussi que ce partenaire-là soit soutenu dans son propre projet, quel qu'il soit, et considéré dans sa propre évolution. C'est pas parce que l'un des deux partenaires, par exemple, a trouvé un job d'enfer dans un pays lambda, que l'autre, en fait, est une sous-merde et ne sert à rien et va rester à la maison à rien faire. C'est pas une vie, sauf si c'est son souhait, bien sûr. Mais en soi, c'est pas vraiment une vie de rêve d'expatrié, de rester à la maison, surtout que ça permet pas de sortir et de rencontrer des gens. Donc ça peut être super sympa si vous êtes du genre à aller rencontrer des gens via des groupes de rencontres différents, à faire partie d'associations sportives ou culturelles ou peu importe en fait, quels que soient les types de réseaux dans lesquels, auxquels vous pouvez participer. Et dans ce cas-là, bah, si vous vous éclatez comme ça pendant que votre conjoint est au travail, et ben, j'ai envie de dire franchement, profitez, kiffez et n'allez pas vous prendre la tête à aller chercher un boulot si vous êtes d'accord sur le fait que vous pouvez rester à la maison, profiter et rencontrer des gens et faire que des activités qui vous font plaisir. Pendant que votre conjoint ou votre compagne vous ramène l'argent en fait et assure les revenus du ménage, si c'est d'un commun accord, franchement, go. Je suis complètement pour à partir du moment où tout le monde est d'accord et tout le monde s'y retrouve. Euh, donc voilà, c'est pas parce que vous restez à la maison que vous ne faites rien que ça doit être mal vu, mal considéré. C'est pas forcément une vie pourrie parce que ça dépend aussi de ce que vous décidez d'en faire. Euh, donc en fait, vous n'êtes pas nécessairement en train d'accompagner l'autre, mais vous partez ensemble. Et ça change tout. Vous restez quand même une équipe avec chacun son poste dans l'équipe.
Donc, en conclusion ici de ce podcast, ce qu'il faut retenir, c'est que l'expatriation peut absolument renforcer le couple. Ça peut aussi le fragiliser durablement. C'est comme tout événement de vie en fait. C'est un petit peu ça passe ou ça casse. Maintenant, une expatriation, c'est pas non plus, je veux dire, comment dire, c'est pas un événement catastrophique dans une vie, que ça se passe bien ou mal. C'est plutôt un changement qui est censé être positif. Donc le but, c'est quand même que ça se passe bien. Puis bon, si ça se passe mal, il n'y a pas de fatalité. Soit vous pouvez rentrer ensemble, soit changer de projet ensemble. Bon, pire des cas, vous séparer, chacun partir vivre la vie qui vous fait rêver. Mais bon, moi je pense que la clé dans cette histoire, c'est vraiment la conscience, le dialogue, la répartition juste de la place que vous avez au sein du couple et dans la vie que vous vous êtes créée tous les deux dans votre pays d'expatriation. Et si jamais vous avez un projet d'expatriation à deux, mais que vous sentez qu'il y a déjà des zones de friction, d'incertitude, de tension, de désaccord également, eh bien écoutez, je vous propose de réserver un appel découverte gratuit avec moi. On pourra parler de vous deux, de votre dynamique, de votre projet commun, de voir s'il est réaliste et réalisable, parce qu'une expatriation réussie, ça se construit à deux dans votre cas, mais ça commence par être clair quand même avec soi-même. Le lien est dans la description du podcast. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve dans le prochain épisode.